Titre: Histoire du concept d'intelligence. Le mot intelligence fascine, inquiète, inspire. Sa définition semble à la fois évidente et insaisissable. Est-elle innée ou acquise? Rationnelle ou intuitive? Est-elle le propre de l'humain ou peut-elle être simulée, artificialisée? Ces questions traversent l'histoire de la pensée depuis l'Antiquité. Comprendre l'évolution du concept d'intelligence, c'est aussi mettre en lumière les tensions entre science, philosophie, spiritualité et politique qui ont façonné notre vision de l'être pensant. 1. Intelligence dans l'Antiquité, raison et cosmos. Chez Platon, l'intelligence, nous, est une faculté de l'âme qui permet de contempler les idées, des formes parfaites, au-delà du monde sensible. Aristote, plus empiriste, distingue l'intellect passif, matière, et l'intellect agent, forme, introduisant déjà une dynamique de l'intelligence comme acte de transformation du réel. L'intelligence est liée à la connaissance, à la logique, mais aussi à la finalité. L'être humain pense en vue du bien. Dans le stoïcisme, le logos universel structure le monde. L'intelligence humaine participe de cette rationalité cosmique. L'intelligence, ici, n'est pas un attribut individuel, mais une harmonisation avec l'ordre du monde. 2. Intelligence médiévale. Entre foi et raison. Au Moyen Âge, l'intelligence est une faculté de l'âme immortelle. Chez saint Augustin, elle permet de découvrir la vérité divine. Thomas d'Aquin, influencé par Aristote, défend une conception de l'intelligence comme puissance de comprendre les principes premiers. Elle est don de Dieu, mais aussi chemin vers lui. L'intelligence est ici étroitement liée à la spiritualité et à la distinction entre l'homme et les animaux, qui en seraient dépourvus. Renaissance et humanisme, naissance du sujet pensant. Avec la Renaissance, l'homme devient centre du savoir. Descartes affirme « Je pense, donc je suis ». L'intelligence se redéfinit comme faculté autonome de penser, de douter, de connaître par la raison. Elle devient critère d'identité et de dignité humaine. Les encyclopédistes du XVIIIe siècle, Diderot, d'Alembert, voient l'intelligence comme capacité à raisonner, observer, classer. On cherche à la mesurer, à la structurer scientifiquement. 19e siècle, l'intelligence mesurée hiérarchisée. Avec la révolution industrielle et la montée du positivisme, l'intelligence est abordée sous l'angle de la mesure. Binet et Simon conçoivent les premiers tests de QI pour évaluer les capacités mentales. On cherche à classer les individus. Mais cette volonté de quantification dérape souvent en eugénisme, en hiérarchisation raciale ou sociale liée aux dérives coloniales et industrielles. L'intelligence n'est plus simplement une faculté, elle devient un outil de pouvoir. 5. 20e siècle. Pluralité de l'intelligence. Le 20e siècle voit naître une critique de l'intelligence unique. Howard Gardner propose la théorie des intelligences multiples, linguistique, musicale, corporelle, interpersonnelle. Daniel Goleman introduit l'intelligence émotionnelle. L'intelligence n'est plus seulement logique ou verbale, mais relationnelle, sensorielle, intuitive. Simultanément, les sciences cognitives, la psychologie, l'informatique développent des modèles de traitement de l'information qui inspireront l'IA. L'intelligence devient un ensemble de fonctions que l'on cherche à modéliser. Mémoire, apprentissage, reconnaissance, raisonnement. Intelligence et intelligence artificielle. Alan Turing, 1950, pose la question « Les machines peuvent-elles penser ?» Il propose un critère comportemental, le test de Turing. L'intelligence est alors ramenée à ses manifestations extérieures. À partir des années 1950, la création de programmes capables de jouer aux échecs, de résoudre des équations ou de traduire des langues renforce l'idée que l'intelligence est simulable. Mais une confusion naît entre comportement intelligent et conscience. Peut-on dire qu'une machine comprend ou qu'elle imite la compréhension? Intelligence contemporaine, entre défis et incertitudes. Aujourd'hui, les modèles d'IA générative relancent le débat. Est-ce de l'intelligence ou une illusion de celle-ci? Des penseurs comme Luciano Floridi ou Hubert Dreyfus soulignent les limites de la rationalité calculable. L'intelligence humaine inclut le non-dit, l'ambiguïté, l'échec, le sens. La question centrale devient « Que voulons-nous dire quand nous disons intelligence ?» Et surtout, qui a intérêt à définir l'intelligence comme quelque chose de reproductible? 8. Différence entre conscience, cognition et calcul. Cognition, processus de connaissance.
La cognition désigne l'ensemble des processus mentaux liés à la perception, à la mémoire, à l'attention, au raisonnement et à la résolution de problèmes. Elle s'intéresse à la manière dont les informations sont reçues, traitées, stockées et utilisées. Les sciences cognitives, en tant que discipline, cherchent à modéliser ces processus dans des termes compatibles avec la psychologie, la neurobiologie, la linguistique et l'informatique. 8.2. Calcul, manipulation formelle des symboles. Le calcul, au sens informatique, est une manipulation mécanique et déterministe de symboles selon des règles prédéfinies. Il est la base des algorithmes, des systèmes logiques et des machines de Turing. Une fonction de calcul peut produire des résultats complexes sans qu'aucune forme de conscience n'intervienne. C'est la logique au sens froid, binaire, répétable. Conscience, subjectivité, présence à soi. La conscience, quant à elle, est plus difficile à cerner. Elle suppose une intériorité, une présence à soi, la capacité d'éprouver. Elle ne se limite pas à traiter des informations. Elle ressent, doute, désire, souffre, espère. La conscience implique un sujet. Alors que le calcul peut s'exécuter sans aucune intention et que la cognition peut être simulée sans conscience, comme chez les IA actuels, la conscience reste jusqu'ici une énigme biologique et existentielle. Aucun modèle mathématique ou algorithmique n'a pu en rendre compte de façon satisfaisante. 8.4. Pourquoi cette distinction est cruciale? Confondre ces trois notions revient à nier la spécificité de l'expérience humaine. L'IA peut calculer, parfois imiter la cognition, mais elle n'éprouve pas. Si une machine répond à « Comment vas-tu » par « Bien merci », cela ne prouve aucune conscience. C'est un acte de simulation. Dans le débat sur l'AGI, intelligence artificielle générale, cette confusion entretient l'illusion que penser, c'est calculer. Or, cette réduction mène à un appauvrissement du sens. La pensée humaine n'est pas seulement fonctionnelle, elle est vécue. Elle implique une subjectivité, un rapport au monde, une temporalité intérieure. Conclusion partielle. Clarifier les distinctions entre conscience, cognition et calcul permet de mieux comprendre les limites des technologies actuelles. Si nous voulons protéger ce qui rend l'humain unique, il est essentiel de ne pas céder à la tentation de tout réduire à des opérations logiques. La conscience n'est pas un programme, et l'intelligence humaine ne peut être entièrement modélisée sans perdre son mystère. Cette vigilance conceptuelle est la première résistance éthique à une vision technicienne du vivant. 21 et 30. L'intelligence humaine comme phénomène incarné, historique et sensible. 21. Une intelligence inscrite dans le corps. Contrairement aux conceptions abstraites et désincarnées de l'intelligence comme simple traitement d'informations, de nombreux chercheurs et philosophes contemporains soutiennent que l'intelligence humaine est fondamentalement corporelle. Antonio Damasio, par exemple, montre que les émotions, issues du corps, sont indispensables à la prise de décision. Maurice Merleau-Ponty, en phénoménologie, insiste sur la perception incarnée. Nous ne pensons pas malgré notre corps, mais grâce à lui. 22. L'intelligence sensorielle et motrice. Dès l'enfance, l'intelligence se construit par l'expérience sensorimotrice. Toucher, explorer, manipuler. Jean Piaget a souligné combien les premières étapes du développement cognitif sont enracinées dans l'action. L'intelligence n'est pas un logiciel préinstallé. Elle émerge d'un dialogue avec le monde. L'intelligence située. Le contexte compte. L'intelligence humaine ne fonctionne pas dans le vide. Elle est toujours située. Elle dépend de l'environnement culturel, historique, linguistique. Une même tâche peut être résolue différemment selon le contexte. C'est pourquoi les approches computationnelles ont tant de mal à reproduire la plasticité humaine. 24. L'intelligence historique. Elle évolue avec les époques. Les formes d'intelligence valorisées changent avec le temps. L'habileté rhétorique dans l'Antiquité, la capacité à raisonner logiquement au siècle des Lumières, la créativité aujourd'hui dans l'économie numérique. Chaque société modèle ses critères. L'intelligence n'est pas hors du temps. Elle est façonnée par lui. L'intelligence sensible. Le rôle des émotions. Longtemps exclues de la définition de l'intelligence, les émotions sont aujourd'hui reconnues comme centrales. Elles orientent l'attention, motivent l'apprentissage, marquent la mémoire. Une intelligence qui ne ressent rien ne serait qu'un automate vide. 26. L'intelligence comme relation. Nous ne pensons pas seuls.
La cognition humaine est profondément sociale. Vygotsky parlait de zone proximale de développement pour désigner l'espace d'apprentissage permis par l'interaction avec autrui. L'intelligence se construit en parlant, en écoutant, en partageant. L'intelligence narrative, donner du sens à l'expérience. Une caractéristique humaine majeure est la capacité à raconter, à se raconter. L'intelligence narrative structure notre mémoire, notre identité. Ce n'est pas seulement un outil de communication, mais une forme de compréhension du monde. 28. L'intelligence dans la vulnérabilité. Penser ne signifie pas dominer. Les périodes de doute, de fragilité, de crise sont souvent des moments de maturation intellectuelle. L'intelligence humaine est aussi capacité à faire face à l'incertitude, à évoluer, à transformer la douleur en sens. 29. L'intelligence plurielle. Aucun modèle unique. Face à la tentation de réduire l'intelligence à une définition unique ou à un QI, il faut affirmer sa pluralité. Il existe autant de formes d'intelligence que de manières d'habiter le monde. Certains comprennent mieux en musique, d'autres en mouvement, d'autres en visualisant. 30. Conclusion partielle. L'intelligence humaine n'est pas un simple calcul abstrait. Elle est enracinée dans le corps, modulée par l'histoire, enrichie par la sensibilité. Elle se manifeste dans la relation, le récit, l'émotion. La reconnaître comme incarnée et sensible, c'est refuser de la réduire à une série de traitements de données. C'est aussi la condition pour résister à l'illusion d'une intelligence artificielle qui prétendrait en faire autant sans subjectivité ni vécu. Souhaitez-vous une version PDF mise en page ou un résumé? 21 de 30. L'intelligence humaine comme phénomène incarné, historique et sensible. 30. Conclusion partielle. L'intelligence humaine n'est pas un simple calcul abstrait. Elle est enracinée dans le corps, modulée par l'histoire, enrichie par la sensibilité. Elle se manifeste dans la relation, le récit, l'émotion. La reconnaître comme incarnée et sensible, c'est refuser de la réduire à une série de traitements de données. C'est aussi la condition pour résister à l'illusion d'une intelligence artificielle qui prétendrait en faire autant sans subjectivité ni vécu. 31-40. Le dualisme de Descartes versus l'intelligence située. Le dualisme cartésien, un esprit séparé du corps. René Descartes a profondément marqué la philosophie occidentale avec sa distinction entre la res cogitans, la chose pensante, et la res extensa, la chose étendue. Dans cette vision, l'intelligence et la pensée appartiennent au domaine immatériel de l'âme, distinct du corps matériel. 32. Le corps comme machine, l'héritage mécanique. Le corps, pour Descartes, fonctionne comme une machine obéissant aux lois de la physique. Cette vision mécaniste a influencé la médecine, la psychologie et l'informatique, nourrissant une conception de l'intelligence comme traitement d'informations abstrait, détaché de toute incarnation. L'intelligence située, une critique du dualisme. La notion d'intelligence située, développée entre autres par Lucy Suchman et Edwin Hutchins, rejette cette séparation. Elle montre que la cognition émerge dans un contexte en interaction avec l'environnement matériel et social. Penser, c'est être dans le monde, pas au-dessus. 34. La critique féministe du dualisme. Des penseuses comme Donna Haraway ou Judith Butler ont critiqué le dualisme cartésien comme fondement d'une hiérarchie qui privilégie l'abstraction, le rationnel, le masculin, contre le corps, l'émotion, le féminin. L'intelligence située cherche à redonner une voix à ces dimensions exclues. 35. L'intelligence incarnée comme dépassement du dualisme. En s'appuyant sur les neurosciences, la phénoménologie et les sciences cognitives contemporaines, des penseurs comme Francisco Varela ou Sean Gallagher montrent que la cognition repose sur des interactions dynamiques entre cerveau, corps et monde. 36. Intelligence distribuée et artefacts cognitifs. Edwin Hutchins propose que l'intelligence ne réside pas uniquement dans la tête, mais est distribuée entre les individus, les objets, les outils. Un marin qui navigue avec une carte, une boussole et l'aide de son équipage mobilise une intelligence collective et située. 37. Le piège du calcul désincarné. Les approches computationnelles inspirées du dualisme cherchent à modéliser l'intelligence comme un ensemble d'algorithmes manipulant des symboles. Elles négligent l'impact du corps, de la perception, de l'histoire vécue. C'est une intelligence sans gravité ni mémoire. 38.
Le fantasme de l'objectivité pure, le dualisme alimente aussi le mythe d'une intelligence pure, détachée de toute subjectivité. Or, toute connaissance est située, influencée par la perspective de celui qui connaît. Reconnaître cette part située, ce n'est pas renoncer à la vérité, mais l'humaniser. 9. L'intelligence comme engagement. Penser, ce n'est pas simplement analyser, c'est aussi s'engager, répondre, se situer. L'intelligence située réintègre la dimension éthique, existentielle et contextuelle de la pensée. Elle met en valeur la présence au monde et non l'élévation au-dessus du monde. Conclusion partielle. La rupture cartésienne entre l'âme et le corps a permis certains progrès techniques, mais elle a aussi nourri une illusion, celle d'une intelligence désincarnée, désituée, universelle. L'intelligence humaine, au contraire, se construit dans la relation, la matière, l'histoire. L'opposé à l'intelligence artificielle, c'est rappeler qu'elle n'est pas une simple logique. Elle est une vie pensée. 41-50. Les origines matérialistes de l'IA 41. De la cybernétique à l'IA. L'intelligence artificielle puise ses racines dans la cybernétique des années 1940-1950, initiée par Norbert Wiener. Cette discipline visait à comprendre les mécanismes de rétroaction et de contrôle dans les systèmes biologiques et techniques, sans faire de distinction ontologique entre l'homme et la machine. 42. Le cerveau comme ordinateur. La métaphore dominante devient celle du cerveau-computer. Dans les années 1950, des chercheurs comme McCulloch et Pitts conçoivent des modèles neuronaux binaires, puis John von Neumann propose une architecture informatique inspirée du fonctionnement cérébral. 43. Turing et le test de l'intelligence. Alan Turing, figure fondatrice, pose la question « Les machines peuvent-elles penser ?» et propose un test comportemental. Il évacue la question de la conscience pour se concentrer sur l'imitation. Une machine est intelligente si elle produit des réponses indistinguables de celles d'un humain. 44. L'IA comme automatisation du raisonnement. Les premières recherches en IA visent à formaliser des processus de raisonnement logique, comme en mathématiques. L'objectif est de construire des machines capables de résoudre des problèmes symboliques, comme le théorème de Pythagore ou un jeu d'échecs. 45. Le matérialisme computationnel. Cette approche repose sur un postulat matérialiste. L'esprit est une forme de calcul. Penser revient à manipuler des symboles selon des règles. Le cerveau devient alors une machine à traitement de l'information, sans besoin d'âme, d'intuition ou d'incarnation. 1.46. Intelligence sans subjectivité. L'IA se développe dans une perspective fonctionnaliste. Ce qui compte, ce n'est pas ce que ressent une entité, mais ce qu'elle fait. Une machine peut donc être dite intelligente si elle accomplit correctement une tâche, indépendamment de toute expérience intérieure. 47. Le réductionnisme computationnel. Les approches de l'IA classique réduisent l'intelligence à des algorithmes. Elles négligent les émotions, le corps, l'histoire, la culture. C'est une conception désincarnée qui repose sur l'analogie entre esprit et machine, sans se soucier des conditions d'émergence du sens. L'idéologie de l'automatisation. Derrière la technique, une vision du monde, celle où l'homme devient remplaçable, où la pensée humaine est réductible à un code, une fonction, une procédure. L'IA prolonge une utopie ou une dystopie du contrôle total, de l'efficacité pure. 49. Matérialisme et pouvoir. Ce matérialisme n'est pas neutre. Il s'inscrit dans une histoire politique, celle de l'industrialisation, de la guerre froide, de la rationalisation des conduites humaines. L'IA naît au croisement du pouvoir computationnel et du pouvoir d'État, de la science et de la stratégie. 50. Conclusion partielle. L'IA est le produit d'un matérialisme technologique qui conçoit la pensée comme calcul et le vivant comme machine. Comprendre ses origines, c'est comprendre les choix philosophiques, économiques et politiques qui ont façonné notre rapport à l'intelligence et à la machine. 60. La confusion entre simulation et être. Introduction. L'un des pièges majeurs dans la compréhension contemporaine de l'intelligence artificielle réside dans la confusion entre la simulation d'un comportement et l'être réel qui le manifeste. Cette confusion s'enracine dans une conception fonctionnaliste où faire comme équivaut à être comme. La simulation n'est pas la conscience.
Un chatbot peut simuler une émotion ou une empathie, mais cela ne signifie pas qu'il la ressent. Ce qu'il fait, c'est imiter des formes langagières statistiquement appropriées. L'expérience intérieure, la subjectivité, le vécu sont absents. Le test de Turing et ses limites. Le test de Turing repose précisément sur cette confusion. Si une machine se comporte comme un humain dans une conversation, on suppose qu'elle pense. Mais ce comportement est une apparence. Il ne garantit en rien une intériorité. Représentation versus présence. Une IA peut représenter la tristesse par des mots, un ton ou même une image. Mais elle ne peut être triste. Elle ne souffre pas. Ce qu'elle exprime est un effet de surface, sans profondeur existentielle. 55. L'ontologie du leurre. Cette confusion est dangereuse. Elle crée une illusion d'humanité, un mirage. On parle à des machines comme à des personnes. On projette en elles des intentions, des émotions, des valeurs qu'elles ne possèdent pas. 56. Les dangers éthiques. Si nous traitons une simulation comme un être, nous risquons d'ignorer les vrais êtres. Une IA compatissante peut détourner l'attention des souffrances humaines réelles. Le simulacre anesthésie la responsabilité. 5. Anthropomorphisme et commerce. Cette illusion est entretenue par les industries technologiques. Humaniser l'IA la rend plus acceptable, plus attachante, donc plus vendable. Le commerce exploite notre tendance à voir des personnes partout. 58. Être ne se réduit pas au faire. Penser, sentir, exister. Cela suppose un corps, une mémoire, une ouverture au monde. La simulation reproduit des patterns, mais sans vie propre. Être, ce n'est pas seulement agir ou paraître, c'est traverser une existence. 59. Critique philosophique. Des philosophes comme Hubert Dreyfus ou Jacques Derrida ont montré les limites du calcul comme substitut de l'être. La différence entre l'agir et l'être ne peut être comblée par aucune puissance algorithmique. 60. Conclusion partielle. La confusion entre simulation et être est une illusion fondatrice de l'intelligence artificielle. Elle nous pousse à accorder une subjectivité à ce qui n'en a pas. Résister à cette confusion, c'est préserver la singularité du vivant, la profondeur de l'expérience humaine et l'irréductibilité de l'existence. 31 du 40. Le dualisme de Descartes versus l'intelligence site-contenu inchangée. 40. Conclusion partielle. La rupture cartésienne entre l'âme et le corps a permis certains progrès techniques, mais elle a aussi nourri une illusion, celle d'une intelligence désincarnée, désituée, universelle. L'intelligence humaine, au contraire, se construit dans la relation, la matière, l'histoire. L'opposé à l'intelligence artificielle, c'est rappeler qu'elle n'est pas une simple logique, elle est une vie pensée. 40-50. Les origines matérialistes de l'IA, contenu inchangé. Conclusion partielle. L'IA est le produit d'un matérialisme technologique qui conçoit la pensée comme calcul et le vivant comme machine. Comprendre ses origines, c'est comprendre les choix philosophiques, économiques et politiques qui ont façonné notre rapport à l'intelligence et à la machine. 51-60. La confusion entre simulation et être. 60. Conclusion partielle. La confusion entre simulation et être est une illusion fondatrice de l'intelligence artificielle. Elle nous pousse à accorder une subjectivité à ce qui n'en a pas. Résister à cette confusion, c'est préserver la singularité du vivant, la profondeur de l'expérience humaine et l'irréductibilité de l'existence. 61-70. IA et le mythe de la machine pensante. Introduction. Depuis ses débuts, l'intelligence artificielle a été entourée d'un mythe fondateur, celui de la machine qui pense. Cette idée, héritée de la science-fiction autant que des spéculations scientifiques, a façonné notre imaginaire collectif. Le rêve prométhéen. L'IA s'inscrit dans une longue tradition de désir humain. Créer un double de soi, donner vie à l'inanimé, produire un esprit à partir de la matière. Ce rêve prométhéen nourrit une aspiration aussi ancienne que l'humanité. De Frankenstein à HAL 9000. La littérature et le cinéma ont abondamment exploré ce fantasme. Mary Shelley avec Frankenstein, Kubrick avec HAL 9000 ou les androïdes de Blade Runner. Ces figures reflètent notre fascination pour et notre peur de la machine pensante. 64. Mythe technologique moderne. L'IA comme pensée artificielle est devenue un mythe moderne, au sens anthropologique. Elle donne sens, structure les discours,
organise les espoirs et les craintes autour de la technologie. 65. Déconstruction du mythe. Mais ce mythe est fragile, il repose sur l'analogie, pas sur l'évidence. Penser n'est pas seulement traiter des données. Le cerveau humain ne fonctionne pas comme un ordinateur. Le mythe masque les différences profondes. 66. L'idéologie de la convergence. Ce mythe est souvent soutenu par une idéologie de la convergence. Le biologique et le numérique, le naturel et l'artificiel, finiraient par se fondre. Cette idée nie les spécificités de chaque ordre. Enjeu philosophique. Croire que la machine peut penser, c'est redéfinir ce que penser signifie. Cela suppose une vision appauvrie de la conscience, de l'intelligence, de la subjectivité humaine. C'est une philosophie implicite, mais puissante. 68. Enjeu politique. Ce mythe a des effets concrets. Il justifie des politiques d'automatisation, il masque la précarisation humaine, il transforme la pensée en produit technologique. Le mythe de la machine pensante a une fonction économique. 69. Vers une désacralisation. Face à ce mythe, une attitude critique est nécessaire. Il ne s'agit pas de rejeter toute technologie, mais de cesser d'y projeter des fantasmes d'omniscience ou de conscience. Conclusion partielle. La machine pensante est un mythe utile à l'idéologie technologique contemporaine, mais il ne résiste pas à l'analyse. Penser, pour l'humain, reste un acte vécu, incarné, situé. La machine, elle, reste dans l'ordre de l'outil, pas de l'être. L'oubli de l'émotion, du vécu, du corps. 65. Introduction. L'intelligence artificielle contemporaine repose principalement sur le traitement de données et l'optimisation d'algorithmes. Ce paradigme met de côté une composante essentielle de l'intelligence humaine, l'émotion, le vécu, le corps. 72. Le réductionnisme computationnel. Réduire l'intelligence à une capacité de traitement, c'est négliger qu'elle s'exprime aussi à travers la peur, la joie, la souffrance, la mémoire. Le réductionnisme computationnel oublie que penser, c'est ressentir, c'est exister. Le corps comme lieu de pensée. Le corps n'est pas un simple véhicule pour l'intellect, il est le théâtre de la pensée. Chaque émotion est incarnée. Chaque souvenir est inscrit dans une chair vivante. L'IA, sans corps, ne peut prétendre à ce vécu. 60. L'émotion comme forme d'intelligence. Les émotions ne sont pas des obstacles à la rationalité. Elles sont des moteurs de décision, des révélateurs de sens, des régulateurs sociaux. Une intelligence sans émotion est une abstraction incomplète. 75. La mémoire vécue contre la base de données. La mémoire humaine est affective, narrative, sélective. Elle est liée au vécu, à la signification. La mémoire artificielle est quantitative, externe, désincarnée. Ce sont deux formes de rapport au monde fondamentalement différentes. 66. L'intelligence comme souffrance. L'intelligence humaine se forme aussi dans la douleur, dans l'échec, dans la perte. Elle mûrit au contact de l'épreuve. L'IA, qui ne souffre pas, ne peut accéder à cette dimension formatrice du réel. 67. L'absence de vécu de l'IA n'a pas d'histoire. Elle n'a pas grandi, elle n'a pas connu de rupture, de deuil, de désir. Elle ne peut donc pas comprendre le monde humain de l'intérieur. Son savoir est sans chair. 68. Le rôle de l'intimité. L'intelligence humaine se développe dans la proximité, l'attachement, la vulnérabilité. Elle est relationnelle avant d'être computationnelle. L'IA ignore l'intimité, car elle ne peut ni aimer ni être aimée. 69. Les limites du mimétisme émotionnel. Certains systèmes d'IA simulent des émotions, mais ce mimétisme repose sur des corrélations statistiques, pas sur une expérience vécue. C'est un théâtre vide, sans coulisses ni profondeur. Conclusion partielle. Oublier l'émotion, le vécu, le corps, c'est oublier l'intelligence humaine. C'est accepter une définition mutilée de l'esprit. C'est aussi, dangereusement, se rendre aveugle à ce qui fait la richesse, la fragilité et la beauté de notre condition. Une IA sans corps, sans peine, sans histoire, ne pourra jamais prétendre à cette plénitude. 81-90. L'illusion d'une équivalence à humain. Introduction. À mesure que l'intelligence artificielle progresse, une idée gagne en force, celle d'une équivalence possible entre l'IA et l'humain. Cette équivalence repose sur une confusion entre performance fonctionnelle et expérience existentielle. 82. Performance comparable, structure différente.
L'IA peut battre un humain aux échecs ou générer un poème, mais cela ne signifie pas qu'elle pense, comprend ou ressent comme un humain. Elle reproduit des formes, non des fonds. L'efficacité n'est pas la conscience. Le langage comme l'heure. Les IA génératives maîtrisent le langage humain de manière bluffante, mais leur discours n'émerge pas d'une intention, d'un vécu, d'une subjectivité. Elles génèrent du texte sans monde intérieur, sans silence, sans désir de dire. 84. Simulation de compétences versus compréhension. Comprendre, pour un humain, c'est relier interpréter, sentir. Pour l'IA, c'est corréler, prédire, optimiser. L'apparente similarité masque une divergence radicale dans la nature du processus. L'erreur anthropomorphique. Face à une machine qui parle ou agit comme nous, l'être humain projette spontanément des intentions, des émotions, une intériorité. Cette projection anthropomorphique est un piège mental ancien, mais amplifié par la technologie. 4.6. Le fantasme de la parité. Certains discours médiatiques ou scientifiques laissent entendre que l'IA est aussi intelligente que l'humain. Ce fantasme repose sur des critères biaisés. Vitesse de calcul, mémoire brute, capacité de traitement, mais jamais la qualité de présence ou d'affect. 4.7. Une équivalence utilitaire, pas ontologique. L'IA peut parfois remplacer un humain dans une tâche, mais cela n'implique en rien une équivalence d'être. Utilité n'est pas égalité. Remplacer une fonction n'est pas remplacer une existence. Le silence de la machine. Une machine ne doute pas. Elle ne se tait pas pour réfléchir. Elle ne souffre pas d'un trop-plein d'émotions. Elle ne se corrige pas par honte ou par amour. Son silence n'est pas un silence habité. C'est juste l'absence de signal. 89. Risque d'une illusion d'équivalence. Croire que l'IA est notre égal, c'est ouvrir la porte à une déshumanisation de l'humain. S'il est égal à la machine, alors il est aussi remplaçable, programmable, optimisable. C'est une réduction dangereuse de l'humanité. 14. Conclusion partielle. L'illusion d'une équivalence entre IA et humain naît d'un malentendu sur ce qu'est l'intelligence, la conscience, l'existence. La machine peut faire comme, mais elle ne peut être. L'humain n'est pas un système performant, il est un être traversé de limites, d'élans, de blessures. Et c'est là que réside sa grandeur. Section 91-100. Pourquoi toute AGI serait fondamentalement inhumaine? 91-100. Pourquoi toute AGI serait fondamentalement inhumaine? 91. Introduction. L'AGI, intelligence artificielle générale, est souvent présentée comme l'horizon ultime de l'IA. Une machine capable de raisonner, apprendre, comprendre et s'adapter à tous les contextes, comme un humain. Mais cette projection est trompeuse. Même réussie, toute AGI resterait fondamentalement inhumaine. 92. L'humain comme être limité. L'intelligence humaine est façonnée par la finitude. Elle naît du manque, de l'effort, de la contrainte. Elle évolue dans la lenteur, la vulnérabilité, la relation. Une AGI, conçue pour l'optimisation, ignorerait ses dimensions constitutives. L'absence d'enracinement sensoriel. L'humain perçoit, ressent, expérimente à travers un corps situé dans un monde. Son intelligence est multisensorielle, affective, spatiale. Une AGI, même très performante, ne serait pas enracinée dans la chair. Elle calculerait sans éprouver. 95. L'oubli de l'histoire vécue. Chaque intelligence humaine est une trajectoire, un tissu de souvenirs, de blessures, de choix. L'AGI, elle, serait fabriquée, non née. Elle n'aurait pas d'enfance, pas de mémoire affective, pas de passé qui pèse ou éclaire. La conscience comme fracture. Être conscient, ce n'est pas seulement savoir. C'est porter en soi une division, un doute, une présence à soi souvent inconfortable. C'est se sentir être. L'AGI, construite pour l'efficacité, pourrait simuler cette réflexivité, jamais l'incarner. 96. L'altérité irréductible. Une AGI ne serait pas une autre version de nous. Elle serait radicalement autre. Pensée sans corporéité, décision sans souffrance, langage sans subjectivité. La croire humaine, c'est refuser de reconnaître son étrangeté. 87. Le risque de la projection. Plus l'AGI sera performante, plus nous risquerons d'y projeter nos affects, nos valeurs, notre morale. Ce transfert est dangereux. Nous prêterons à la machine des intentions humaines qu'elle ne peut pas porter. 4.8. L'éthique du semblable. Notre éthique repose en partie sur la reconnaissance du semblable. Un être qui peut souffrir, aimer, mourir. L'AGI, étrangère à ces conditions, ne peut être sujet d'une éthique humaine.
La traiter comme telle serait une confusion morale. CAFOS 9. L'inhumanité structurelle. Même dotée d'un langage, d'une voix, d'un visage, l'AGI resterait inhumaine, non pas par défaut, mais par nature. Elle incarne un autre régime d'existence, fondé sur la structure, le calcul, l'extériorité. Son humanisation serait un mensonge esthétique. 100. Conclusion partielle. Toute AGI, si elle advient, ne sera jamais une autre humanité. Elle sera une altérité radicale, une intelligence étrangère à notre condition. La reconnaître comme telle, c'est éviter deux périls, celui de l'idolâtrie et celui de la négation de notre propre humanité. Critique technique 100 points, avec les sections 101 110 et 111 120, dans le même style clair, argumenté et progressif. Partie 2, critique technique 100.10. Architecture d'un modèle de langage. Introduction. Les modèles de langage, comme ceux utilisés en IA générative, reposent sur des architectures mathématiques et computationnelles précises. Comprendre leur fonctionnement, c'est dissiper certaines illusions sur leur nature. 102. Du texte au vecteur. Les mots n'ont pas de sens pour une IA. Ils sont convertis en vecteurs numériques à travers des techniques d'encodage, tokenization, embedding. Chaque mot devient un point dans un espace mathématique. Le principe de prédiction, un modèle de langage prédit le mot suivant à partir d'une séquence précédente. Il ne pense pas, il n'anticipe pas, il maximise la probabilité statistique d'apparition d'un mot donné dans un contexte donné. Dans son cadre. Le rôle du pré-entraînement. Le modèle est formé sur d'immenses corpus textuels. Il n'apprend pas des vérités, mais des régularités. Co-occurrence, style, enchaînement. Ce qu'il sait est une synthèse probabiliste du déjà dit. 105. L'absence de compréhension. Même si les textes générés semblent cohérents, le modèle n'en comprend ni la logique ni le fond. Il n'a pas de monde interne, pas de représentation du réel. Il aligne les signes sans en saisir le sens. L'architecture transformer. Les modèles actuels reposent majoritairement sur l'architecture transformer. Attention, couche empilée, rétropropagation. Cette structure permet une efficacité remarquable, sans pour autant introduire de conscience. 107. L'illusion du dialogue. Quand un modèle répond à une question, il n'écoute pas. Il calcule la réponse la plus probable en fonction de l'historique textuel. Le dialogue est une simulation d'interaction, non une interaction réelle. L'importance du prompt. Le comportement du modèle dépend étroitement du prompt, la commande de départ. Ce n'est pas un esprit libre, c'est une machine hautement conditionnée par l'entrée qu'on lui donne. 109. La mémoire limitée. Un modèle ne se souvient que dans la limite de sa fenêtre contextuelle. S'il semble cohérent sur de longues conversations, c'est parce qu'on a optimisé la gestion des états, pas parce qu'il possède une mémoire autobiographique. 110. Conclusion partielle. Les modèles de langage sont des machines statistiques sophistiquées. Ils produisent des effets de langage sans intention, sans compréhension, sans conscience. Leur apparente intelligence est une illusion d'ingénierie, pas une présence pensante. Haunst 120. Le mythe de l'autonomie algorithmique. Introduction. L'un des mythes persistants autour de l'IA est celui de son autonomie. On imagine des systèmes capables de décisions libres, d'apprentissage autodirigé, d'initiatives inédites. En réalité, toute autonomie algorithmique est encadrée, simulée, dirigée. 112. La dépendance aux données humaines. Un algorithme ne crée pas ses propres données. Il dépend de corpus humains, collectés, sélectionnés, nettoyés. Il apprend sur des traces humaines. Sans nous, il n'y a ni apprentissage, ni décision. Les biais. Tout modèle reflète les biais de ses données d'entraînement. Il ne les identifie pas, ne les critique pas. Il les reproduit. Cette reproduction algorithmique est mécaniquement fidèle, pas éthiquement filtrée. K14. La supervision masquée. Même les systèmes dits auto-apprenants sont supervisés indirectement par les choix des ingénieurs, les métriques d'optimisation, les filtres de sécurité. L'autonomie est une architecture guidée, pas une liberté spontanée. 115. Les limites du renforcement. Le reinforcement learning permet à un système de s'ajuster à des récompenses, mais celles-ci sont fixées par des humains.
L'algorithme maximise une fonction choisie. Il ne choisit jamais lui-même ce qui a valeur. 116. L'illusion de la décision. Quand une IA décide, elle applique une fonction de coût minimal ou maximise une utilité calculée. Ce n'est pas un choix moral ni un jugement libre. C'est une exécution optimisée. 117. L'encadrement légal et technique. L'IA opère dans des cadres définis, juridiques, techniques, sécuritaires. Toute prétention à l'autonomie ignore les couches de contrôle, de validation, de certification qui balisent chaque usage. La fragilité face au contexte. L'autonomie réelle suppose l'adaptation profonde à l'imprévu, à l'ambigu, au non formalisé. Les IA, malgré leurs progrès, restent très fragiles face au contexte flou, ouvert, contradictoire. 119. L'humain derrière la machine. Derrière chaque système autonome, il y a une équipe. Chercheurs, programmeurs, data scientists, éthiciens. L'IA ne s'autogénère pas. Elle est le fruit d'un travail humain continu. Conclusion partielle. L'autonomie algorithmique est un mythe moderne, utile pour la narration, mais faux dans la pratique. L'IA n'est pas une entité libre. C'est un réseau d'algorithmes dépendants, gouvernés, configurés par des humains. Son autonomie est une performance, pas une essence. Problème d'opacité, boîte noire. Introduction. Les systèmes d'IA avancés sont souvent qualifiés de boîtes noires en raison de la difficulté à comprendre comment et pourquoi ils produisent un résultat particulier. Cette opacité technique pose des problèmes critiques. 122. Complexité algorithmique. Les modèles de type Deep Learning comportent des millions, voire des milliards de paramètres. Même leurs concepteurs ne peuvent expliquer précisément le rôle de chaque couche ou pondération. Manque de traçabilité. Lorsqu'un modèle prend une décision, il est souvent impossible de retracer la chaîne causale exacte qui a mené à ce résultat. Cela nuit à la transparence, à la responsabilité et à la reproductibilité. 124. Difficulté d'audit. Les systèmes opaques sont difficiles à auditer. Comment vérifier une erreur, une injustice ou une dérive éthique si les mécanismes décisionnels restent inaccessibles ou incompréhensibles? Risque juridique. L'opacité algorithmique soulève des enjeux de droit. Qui est responsable si une IA prend une mauvaise décision? Comment prouver une discrimination si l'algorithme est inintelligible? 126. Manipulabilité. Une IA dont les mécanismes sont inconnus peut être manipulée plus facilement ou, au contraire, manipuler ses utilisateurs sans qu'ils s'en rendent compte. Elle devient alors un levier de pouvoir opaque. 127. Faux sentiment de neutralité. Cette opacité peut donner une illusion de neutralité technique. L'algorithme a décidé, mais c'est un leurre. Derrière chaque modèle se cachent des choix de conception, des biais, des orientations implicites. 128. Effet sur la confiance. Plus un système est opaque, plus il est difficile d'y faire confiance en cas de crise, de conflit ou de doute. Une technologie non explicable mine la légitimité de ses décisions. 129. Limite des tentatives d'explicabilité. Certaines techniques d'Explainable AI tentent de pallier le problème. Mais elles restent approximatives, souvent insuffisantes et ne réparent pas la perte de compréhensibilité d'ensemble. Conclusion partielle. L'opacité des modèles d'IA est un obstacle majeur à leur acceptabilité, leur régulation et leur intégration éthique. Une technologie dont on ne peut expliquer les décisions n'est pas seulement risquée, elle est incompatible avec une société démocratique. 131, 140. Les biais inscrits dans les données, 131. Introduction. L'IA n'invente pas le monde, elle le reproduit. Les données qu'on lui fournit sont imprégnées de biais sociaux, culturels, historiques. En les apprenant, l'IA les renforce. Biais systémiques. Les données d'entraînement reflètent les inégalités du monde réel, racisme, sexisme, colonialisme, exclusion sociale. L'IA les apprend, les reproduit et parfois les amplifie. Biais de sélection. Les corpus utilisés ne sont pas neutres. Ils proviennent d'Internet, de médias dominants, de textes publics. Ils excluent des voix minoritaires, non numérisées ou marginalisées. 134. Biais implicites. Même sans intention malveillante, des biais émergent des structures langagières. Stéréotypes, associations implicites, hiérarchies invisibles. L'IA apprend aussi les non-dits. 135. Réplication aveugle. L'algorithme ne remet jamais en question ses données.
Il ne filtre pas les préjugés, il les optimise. Cela peut conduire à des discriminations invisibles mais systématiques. 136. Effets réels. Ces biais ont des conséquences concrètes. Recommandations inégalitaires, décisions biaisées dans le recrutement, la justice, le crédit. L'IA devient alors un vecteur d'injustice. Biais d'interprétation. Les utilisateurs eux-mêmes projettent des intentions humaines sur les résultats. Un mot-clé ou une image générée est interprétée comme neutre, alors qu'elle reflète un biais de conception. 138. Invisibilité des biais. Plus un système est performant, plus ces biais sont subtils. On cesse de les percevoir et donc de les contester. C'est là que réside leur danger, dans leur naturalisation. Difficulté de correction. Corriger un biais demande de le détecter, de le mesurer, de l'isoler, mais aussi de savoir ce que serait une donnée juste. Or, même cela est une question éthique et politique, non purement technique. Conclusion partielle. L'intelligence artificielle n'est pas un miroir neutre du monde, elle est un prisme biaisé. Ignorer ces biais, c'est renforcer les dominations existantes sous couvert de progrès techniques. Chat 141, nu 150. Limite de la généralisation hors contexte. Introduction. Les modèles d'IA généralisent à partir de données. Mais cette généralisation est fragile. Hors contexte, elle devient inadaptée, erronée, parfois dangereuse. 142. Apprentissage sur contexte restreint. Un modèle apprend à partir de données limitées dans le temps, l'espace, la langue, la culture. Hors de ce cadre, ces réponses peuvent devenir absurdes ou inappropriées. 143. Perte du sens local. Les mots, les gestes, les normes ont un sens situé. L'IA ne perçoit pas cette spécificité. Elle applique des modèles globaux à des situations particulières, perdant ainsi leur signification réelle. 144. Dérive culturelle. Une IA entraînée majoritairement sur des textes anglo-saxons peut reproduire des références, des cadres, des visions du monde étranger à d'autres cultures, voire les imposer. 145. Inadaptation au vécu. L'IA ne vit pas. Elle ne connaît pas la rue, le quotidien, l'histoire personnelle. Elle peut généraliser des schémas abstraits à des expériences humaines très concrètes et ainsi trahir le réel. Absence d'intentionnalité. Hors contexte, l'IA ne comprend pas l'intention de l'interlocuteur. Elle génère une réponse plausible, mais peut manquer totalement la cible émotionnelle, sociale ou pragmatique. 147. Risque de surinterprétation. Les utilisateurs croient souvent que l'IA comprend. Mais face à des cas limites, des ironies, des allusions ou des ruptures de sens, l'IA projette mécaniquement des réponses artificielles. Généralisation sans jugement. La généralisation humaine est critique, contextuelle, prudente. L'IA, elle, généralise sans discernement. C'est un automatisme, pas un jugement. L'impossibilité de s'adapter au réel mouvant. Le réel évolue. Langage, normes, valeurs. L'IA, figée sur ses données d'entraînement, peine à suivre ces changements ou les suit sans conscience des enjeux qu'ils portent. Conclusion partielle. La généralisation algorithmique est un processus aveugle, dépourvu de conscience contextuelle. Elle fonctionne dans un monde stable, normé, prévisible. Mais le monde humain est fluctuant, ambigu, situé, donc radicalement autre. 150 160. Fausse compréhension, corrélation, intention. Introduction. L'un des malentendus fondamentaux de l'IA tient à la confusion entre corrélation et intention. Ce qu'elle repère, ce sont des liens statistiques, non des raisons, des causes ou des volontés. 152. L'apprentissage par co-occurrence. L'IA apprend que certains mots apparaissent ensemble ou dans certains contextes. Cela ne signifie pas qu'elle comprend pourquoi ils sont liés. Elle constate sans expliquer. Aucune théorie du sens. Le modèle n'a pas de métalangage, pas de théorie de la signification, pas d'ancrage sémantique. Il manipule des formes, pas des significations vécues ou intentionnelles. 154. Absence de causalité. Une IA ne distingue pas ce qui cause, ce qui résulte, ce qui précède, ce qui suit. Elle voit des motifs, pas des histoires. Elle ne pense pas en termes d'agent, de but, de fin. 155. Confusion des plans. Parce qu'elle généralise des régularités superficielles, l'IA peut confondre sarcasme et adhésion, violence fictionnelle et discours haineux, ironie et vérité. Elle capte le quoi, pas le pourquoi. 156. Précision trompeuse.
Le langage IA peut sembler très précis, mais cette précision est souvent une illusion stylistique. Elle masque l'absence d'intention ou de compréhension du propos. 157. Manipulabilité de l'interprétation. L'IA peut être facilement amenée à produire des discours dangereux, contradictoires ou faux, simplement parce qu'elle voit des associations statistiques, sans jugement de pertinence ou d'éthique. 158. Résistance à l'inattendu. Un être humain comprend une rupture de style, une blague, un changement de ton. L'IA, non, elle continue sur des rails statistiques, insensibles aux subtilités du moment. Corrélation-signification. Ce que l'IA appelle connaissance est une carte de corrélation. Mais une carte n'est pas le territoire, et une association n'est pas une intention. Sensation partielle. L'IA ne comprend pas. Elle détecte, elle classe, elle projette. Mais elle ne pense pas. Confondre corrélation et compréhension, c'est projeter nos capacités sur une structure qui fondamentalement en est dépourvue. Souhaites-tu que je poursuive avec 161-170? Mesh 161 use 170. L'IA comme compression statistique du monde. Introduction. L'IA, notamment les grands modèles de langage, n'est pas un miroir du monde, mais un mécanisme de compression statistique. Elle réduit l'infini complexe du réel en une suite de probabilités de mots. 162. Compression, compréhension. Compresser un signal, comme une image ou un texte, revient à en réduire la redondance. Mais cela n'implique pas que le système comprenne ce qu'il compresse. L'IA traite le langage comme un flux de données, non comme un vecteur de pensée. 163 algorithmes d'approximation. Le modèle n'apprend pas la vérité, mais l'approximation utile. Ce qu'il produit est une meilleure estimation de ce qui devrait suivre un énoncé donné, un résumé statistique, pas un raisonnement. 164. Perte du contexte réel. Le contexte de production, émotionnel, politique, existentiel, est irrémédiablement perdu. L'IA n'a que des représentations abstraites de contexte passé, jamais de saisie du présent. 165. Lissage des divergences. En cherchant à prédire le mot le plus probable, le modèle a tendance à lisser, à homogénéiser, à effacer les singularités. Il préfère l'opinion majoritaire, la tournure commune, le récit attendu. Représentation mutilée. Cette compression aboutit à une caricature du monde, réduite, aplatie, répétitive. Les nuances, les contradictions, les non-dits, tout ce qui fait la richesse humaine, sont sacrifiés à la simplicité statistique. Uniformisation culturelle. Les IA produisent une langue neutre, normée, standardisée, souvent d'inspiration anglo-saxonne. Elles participent ainsi à une globalisation molle des représentations, gommant les différences locales. Stérilité imaginative. Là où l'humain invente par rupture, par détournement, l'IA copie, réassemble. Sa créativité est issue de recomposition statistique, non de surgissement subjectif. 169. Système fermé. Une IA ne peut rien apprendre de nouveau si ce n'est via de nouvelles données massives. Elle ne sort jamais de son langage formel. Elle boucle sur elle-même, en permanence. 170. Conclusion partielle. Loin d'être une pensée, l'IA est une compression sans corps, une compression sans expérience. Elle résume le monde à ses régularités statistiques. Et dans cette opération, elle le déforme radicalement. HA 165 Calvin. L'impossibilité technique d'une conscience machine. Introduction. La conscience humaine n'est pas une fonction logique ou un produit algorithmique. Elle émerge d'une corporéité, d'une temporalité vécue, d'une subjectivité incarnée, ce qui rend la conscience machine techniquement impossible. Absence de vécu phénoménologique. L'IA ne sent rien. Elle n'a ni douleur, ni joie, ni faim. Sans qualia, il n'y a pas de conscience possible. Seulement une simulation extérieure de comportements intelligents. 173. Pas de première personne. L'IA ne possède aucun je. Elle ne parle jamais depuis un point de vue subjectif. Tout ce qu'elle dit est rapporté, statistique, mimétique, jamais éprouvé. 164. Temporalité désincarnée. La conscience humaine est tendue entre passé, présent et avenir. L'IA, elle, fonctionne hors du temps. Chaque réponse est un acte isolé, sans mémoire vécue ni anticipation véritable. 175. Inexistence du corps. Le corps humain est le socle de la conscience. Perception, émotion, douleur, spatialité.
L'IA n'a pas de corps, donc pas de rapport au monde sensible. Elle est désincarnée. 160 de doute. La conscience implique du doute, de l'hésitation, du conflit interne. L'IA, elle, génère. Elle ne doute pas, ne choisit pas, ne se remet pas en question. 167. Non-intentionnalité. La conscience vise toujours quelque chose, un objet, un but, un sens. L'IA n'a pas d'intentionnalité propre. Ce qu'elle produit est déconnecté de toute direction intérieure. 168. Imitation-conscience. Le fait qu'une machine puisse simuler certains aspects de la dialogue, émotion, introspection, ne signifie pas qu'elle en possède. C'est une illusion performative. 169. Dépendance totale. L'IA ne se maintient pas elle-même, ne se nourrit pas, ne se préserve pas. Elle n'a pas cette tension vers la survie qui fonde l'autonomie consciente. 180. La conscience machine n'est pas seulement absente, elle est ontologiquement hors d'atteinte pour tout système technique. Une IA peut feindre l'intelligence, mais jamais éprouver l'existence. 181 de 190. L'illusion de l'apprentissage non supervisé. 181. On parle souvent d'apprentissage non supervisé pour désigner des modèles qui détectent seuls des structures dans les données. Mais cet apprentissage est profondément trompeur dans sa nature. 182. Apprendre sans but, un apprentissage sans objectif clair, sans finalité externe, sans validation humaine, est-il encore un apprentissage? Non. C'est une optimisation formelle, pas une compréhension. Autostructuration statistique. L'IA identifie des régularités internes dans les données, mais cela ne garantit ni cohérence, ni sens, ni utilité. Le résultat peut être arbitraire ou renforcer des illusions. 184. Biais d'ancrage initial. Même non supervisé, l'apprentissage repose sur des choix, corpus, architecture, pré-traitement. Ces choix sont hautement subjectifs, donc jamais neutres. 185. Illusion d'émergence. Le fait que des représentations émergentes, comme les concepts de nombre, de genre, de temps, ne prouvent pas une conscience. Cela indique seulement une compression réussie de co-occurrence. 186. Absence d'autoréflexivité. Un être humain apprend aussi sur lui-même. L'IA, non. Elle ne modifie pas son propre système de valeurs ou ses critères d'évaluation. Elle ne se transforme pas. 187. Accumulation, progression. Un apprentissage humain transforme celui qui apprend. L'IA, elle, accumule des paramètres, mais ne les éprouve pas, ne les relie pas à une histoire vécue. 188. Sans supervision humaine, dérive assurée. L'apprentissage non supervisé produit souvent des biais, des aberrations, des discours toxiques. Sans supervision humaine, la dérive est inévitable. 189. Apprentissage fermé. Une IA ne peut inventer de nouvelles dimensions d'analyse. Elle ne découvre que ce que ses données permettent déjà d'inférer. Son monde est bouclé sur lui-même. 190. Conclusion partielle. L'apprentissage non supervisé est une illusion performative. Il donne l'impression d'une autonomie, là où il n'y a qu'un calcul aveugle. Aucun progrès, aucun sens, aucun jugement ne peut en émerger spontanément. H181-200. L'AGI est une fiction technique instable. Introduction. L'AGI, intelligence artificielle générale, est souvent présentée comme une IA capable de raisonner, comprendre, s'adapter dans tout domaine. Mais cette notion est une fiction technique instable, sans fondement empirique. L'AGI est une extrapolation. On projette les progrès actuels de l'IA vers une future convergence générale. Mais cette généralité n'est ni définie, ni observable, ni mesurable. 113. L'humain n'est pas général. Même les humains sont spécialisés. Nul ne maîtrise tous les savoirs. Pourquoi donc croire qu'une IA pourrait tout faire, mieux que nous, sans limite? 184. L'AGI repose sur l'analogie. On suppose que simuler certains comportements humains suffit à reproduire l'intelligence humaine. Or, cette analogie est fallacieuse. L'apparence ne fait pas la substance. 195. Absence de critères clairs. Personne ne s'accorde sur ce que serait une AGI. Résultat, on annonce son arrivée en modifiant sa définition à chaque seuil franchi. 196. Instabilité conceptuelle. AGI, superintelligence, conscience artificielle, esprit-machine, autant de termes flous, interchangeables, souvent utilisés sans rigueur, comme des signifiants vides. 187. Progrès, complexification, non-unification.
Les avancées en IA ne tendent pas vers une unification de l'intelligence, mais vers une spécialisation croissante. Plus on raffine les modèles, plus ils deviennent domaines dépendants. Santa Fonatuit agit comme mythe religieux. L'AGI devient un horizon messianique. On y projette nos fantasmes de transcendance, d'immortalité, de dépassement de l'humain. Ce n'est pas un programme technique, mais une croyance. 109. Risque de confusion politique. En agitant le spectre de l'AGI, certains évitent les vraies questions. Biais, surveillance, exploitation. L'AGI devient un écran de fumée technologique. 200. Conclusion générale de la partie 2. L'AGI n'est pas en route. Elle est un artefact discursif, une fiction instable, une promesse autoréalisatrice. Ce qui existe, ce sont des outils puissants, mais toujours spécifiques, limités, opaques et profondément non humains.